Le 12 septembre 2018, la nuit était tombée sur le Finistère, épaisse et impénétrable, enveloppant le hameau de Kerguelen, niché non loin de Huelgoat, d'un manteau d'obscurité presque palpable. Dans cette pointe bretonne, où la terre se mêle à l'océan dans une étreinte rude, le vent hurlait sans relâche, un lamento lugubre qui s'engouffrait entre les branches tordues des chênes centenaires. Ces géants silencieux, témoins immémoriaux, gémissaient sous la force des rafales, comme s'ils portaient le poids de secrets inavouables. Au cœur de ce paysage âpre, une ferme en pierre grise, ses murs noueux tachetés de lichen et de mousse, résistaient au temps. De ses entrailles, une unique ampoule projetait une lumière blafarde, luttant désespérément contre l'obscurité. L'air, lourd et humide, charriait l'odeur âcre de la terre battue par la pluie, et une anxiété sourde, pressentiment d'un drame imminent. À l'intérieur de la vieille ferme, derrière les murs épais qui semblaient vouloir retenir tous les mots, l'atmosphère était irrespirable. La lumière blafarde de l'ampoule suspendue au plafond peinait à éclairer chaque recoin, jetant des ombres dansantes qui déformaient les traits. Des cris étouffés, des plaintes déchirantes, échappaient d'une pièce voisine, bientôt suivies de chuchotements paniqués et de soupirs haletants. Puis, le silence. Un silence lourd, oppressant, brisé soudain par un son strident et déchirant, le premier cri d'un nouveau-né, écho brutal d'une vie qui venait de naître dans la douleur. Ce cri, si puissant et pourtant si fragile, fut relayé par un autre, plus faible, presque un gémissement. Sur un lit de fortune, fait de couvertures usées et de draps trempés, une jeune femme, le visage déformé par une douleur insoutenable, luttait contre l'épuisement. Ses mains s'agrippaient aux draps, ses yeux révélant une peur primale. À ses côtés, une femme plus âgée, le visage marqué par les rigueurs du temps et la rudesse de la vie paysanne, s'affairait avec une urgence silencieuse, ses gestes empreints d'une routine ancestrale. Ses mains noueuses tentaient de réconforter le nourrisson, dont le corps frêle, à peine sorti des entrailles de sa mère, était agité de spasmes inquiétants. Chaque respiration était un combat, un râle à peine audible, qui trahissait une détresse profonde, une lutte désespérée pour l'existence. L'odeur de la terre humide, celle qui s'infiltre partout dans ces vieilles bâtisses, se mêlait à celle du lait caillé, âcre et douceâtre, et surtout, à une anxiété palpable, presque suffocante, qui imprégnait les murs. La caméra, avec une précision clinique, s'attardait alors sur le petit visage du nouveau-né. Les traits, encore formés par l'effort de la naissance, étaient déjà déformés par une anomalie congénitale évidente, un secret bien trop lourd que le silence des générations n'avait pu, cette fois, contenir. À l'hôpital de Carhaix, où l'enfant fut transporté en urgence sous les rafales de cette nuit d'encre, le diagnostic tomba comme un coup près. Les malformations congénitales, évidentes et sévères, alertèrent immédiatement le personnel soignant, déclenchant le protocole de signalement à l'aide sociale à l'enfance. Le corps médical, habitué aux réalités de la vie rurale, n'en fut pas moins frappé par la gravité du cas, et les signes manifestes d'une détresse qui transcendait la simple complication de naissance. C'est ainsi qu'Émilie Dubois, jeune travailleuse sociale récemment affectée à la circonscription, se vit confier ce dossier singulier, pressentant déjà que les murs de cette ferme isolée recelaient bien plus qu'une simple tragédie médicale. La fragilité de ce nouveau-né, à peine arrivé au monde, symbolisait une urgence humaine et institutionnelle. Dès son arrivée à Kerguelen, la jeune femme se heurta à un mur de silence. Le hameau, figé dans son isolement, semblait respirer au rythme d'une défiance ancestrale envers toute intrusion extérieure. Les regards des habitants, lourds et fuyants, trahissaient une volonté farouche de préserver une intimité séculaire, celle des familles qui ont toujours vécu sur cette terre, loin des regards curieux et des lois urbaines. Pour Émilie, venue d'une grande ville, ce contraste était saisissant. Elle se retrouvait face à une culture du secret de famille, profondément enracinée, où l'honneur et la discrétion primaient sur la transparence, même face à celle, évidence d'une souffrance. La confrontation entre les impératifs de protection de l'enfance, dictés par la République, et les codes non écrits de cette communauté allait être frontale. Les premières analyses génétiques, réalisées sur des échantillons de l'enfant, furent sans appel. Elles révélaient un degré de consanguinité d'une ampleur rare et alarmante. Ce N n'était pas une simple endogamie de village, mais la marque d'une lignée où les unions répétées entre proches parents avaient laissé une empreinte génétique dévastatrice. Le docteur Isabelle Moreau, généticienne et historienne des populations, fut consultée pour son expertise unique. Ses premières conclusions mettaient en lumière des schémas de transmission génétique
propre au mariage consanguin, augmentant drastiquement le risque de maladies récessives. Cette donnée scientifique venait confirmer les pires craintes d'Émilie, transformant un drame familial en une affaire de santé publique et de justice, car en France, si l'inceste n'est pas un crime en soi, les actes sexuels sur mineurs ou personnes vulnérables sont sévèrement punis. Pourtant, malgré ces preuves naissantes, la résistance du village restait inébranlable. Les tentatives d'Émilie de parler à Gwenaëlle, la jeune mère, se heurtaient à un mutisme obstiné, une peur palpable qui la rattachait à une tradition de silence plus forte que toute volonté de s'exprimer. Le capitaine Marc Lefebvre, gendarme local, un homme du pays connaissant bien les méandres de sa communauté, se montrait initialement réticent à s'immiscer dans ce qu'il considérait comme des affaires de famille. Pour lui, comme pour beaucoup ici, la loi de la terre et des ancêtres avait souvent primauté sur celle des tribunaux. Cette situation complexe, typique des zones rurales isolées de Bretagne, soulignait la difficulté de faire entendre la voix de la justice, dans un monde où les secrets sont gardés avec une ferveur presque religieuse. Le capitaine Marc Lefebvre, initialement réticent à perturber l'équilibre fragile de sa communauté, ne put ignorer la persistance d'Émilie Dubois ni la gravité des rapports médicaux. Les conclusions des analyses génétiques, corroborées par l'expertise du docteur Moreau, transformèrent pour lui une simple affaire de famille en une enquête criminelle potentiellement dévastatrice. Le poids de la responsabilité s'imposa à lui. Il activa alors les procédures de la gendarmerie, dépêchant des effectifs supplémentaires pour les premières auditions et les relevés. La discrétion fut de mise, mais l'arrivée de véhicules officiels brisa la quiétude habituelle du hameau, suscitant des regards méfiants et une tension palpable. Les portes se refermaient plus vite, les conversations s'interrompaient brusquement, et l'air charriait désormais une méfiance accrue envers toute autorité extérieure. L'enquête, sous l'impulsion du capitaine Lefebvre et d'Émilie, élargit au-delà des murs de la ferme. Il devint évident que pour comprendre l'ampleur du drame, il fallait plonger dans l'histoire de cette lignée. Leurs recherches les menèrent aux archives départementales du Finistère, puis aux registres paroissiaux et des états civils des communes avoisinantes. Ils y cherchaient des mariages, des naissances, des décès, des schémas de transmission de noms de famille, des indices sur les alliances au fil des siècles. C'était un travail de fourmi, fastidieux et exigeant, qui nécessitait la patience d'un historien et la rigueur d'un détective. Chaque acte, chaque signature, chaque mention de parenté, devenait un fragment d'un puzzle généalogique complexe, révélant les liens ancestraux qui unissaient, ou plutôt emprisonnaient, les familles de Kerguelen. Interroger les habitants de Kerguelen et des hameaux environnants se révéla une tâche ardue. Le silence, déjà épais, se transforma en un mur impénétrable. Les quelques âmes qui acceptaient de parler le faisaient avec des mots mesurés, des regards fuyants, et une prudence héritée de générations de secrets. On ne se mêle pas des affaires des Kervadec, c'est leur façon de vivre, ça a toujours été comme ça. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Telles étaient les réponses récurrentes, teintées de fatalisme ou de peur. Personne ne voulait briser l'omerta, cette loi non écrite, qui protégeait la communauté de toute ingérence extérieure. La gendarmerie se heurtait à une solidarité farouche, une résilience culturelle qui rendait l'accès à la vérité presque impossible par les voies traditionnelles. Pourtant, les archives, elles, n'avaient pas de mémoire sélective. Patiemment, Émilie et le capitaine Lefebvre, épaulés par les éclaircissements du docteur Moreau sur les marqueurs génétiques, commencèrent à déceler des motifs troublants. Les registres des notaires révélaient des successions et des transmissions de terres, qui restaient systématiquement au sein d'un cercle restreint de noms de famille, se croisant et s'intercroisant sur plusieurs générations. Les registres de décès mentionnaient des faiblesses de naissance ou des morts subites d'enfants, parfois des cas de folie ou de mélancolie chez les adultes, des termes génériques masquant potentiellement des maladies génétiques récessives. Le voile se levait lentement, révélant une endogamie non pas fortuite, mais systématique, presque institutionnalisée, au sein de cette lignée isolée. Alors que les preuves généalogiques s'accumulaient, la pression sur Émilie s'intensifia. Les menaces voilées se firent plus concrètes. Des pneus crevés sur sa voiture, des messages anonymes glissés sous sa porte, des regards hostiles dans le village qui, étaient plus seulement méfiants mais ouvertement menaçants. Jean-Yves Kervadec, le patriarche, ne se contentait plus d'un silence passif. Il mobilisait son influence, tissant des rumeurs, décrédibilisant l'enquête comme une « chasse aux sorcières » menée par des étrangers. Il tentait de rallier la communauté à sa cause, présentant l'intervention de l'Orel, État,
comme une attaque contre leur tradition et leur mode de vie. L'affaire N était plus une simple enquête, elle se transformait en un bras de fer entre la loi et une tradition séculaire, profondément ancrée dans la terre bretonne. La complexité de l'affaire, mêlant des faits médicaux accablants à des ramifications généalogiques profondes, se heurta rapidement à la lourdeur administrative. Obtenir les autorisations nécessaires pour approfondir les analyses médicales de l'enfant, accéder à des archives familiales plus sensibles, ou même délivrer des mandats de perquisition, relevait d'un véritable parcours du combattant. Chaque étape exigeait la validation de multiples instances, depuis le procureur de la République jusqu'aux services départementaux, chacun mesurant l'impact potentiel d'une telle affaire sur équilibre social local. La singularité du dossier, si éloignée des schémas criminels habituels, engendrait une prudence excessive, voire une frilosité, chez les fonctionnaires habitués aux procédures standardisées. Émilie et le capitaine Lefebvre passaient un temps précieux à justifier la gravité des faits, confrontés à une inertie institutionnelle qui menaçait de ralentir mortellement leur progression. Cette inertie n'était pas seulement bureaucratique, elle émanait aussi d'une certaine résistance au sein des échelons supérieurs de la gendarmerie et de la magistrature. L'affaire, perçue comme un dossier rural potentiellement explosif, suscitait une réticence palpable à l'idée de perturber l'équilibre social d'une région déjà tendue par des enjeux économiques et culturels. Des voix élevaient, suggérant de gérer la situation avec tact, voire de minimiser la portée des découvertes, pour éviter une onde de choc médiatique et locale. Le capitaine Lefebvre se retrouvait pris en étau entre son devoir de justice et les pressions discrètes de ses supérieurs, qui craignaient de s'aliéner des figures influentes du territoire, dont l'omniprésent Jean-Yves Kervadec, capable de mobiliser des réseaux d'influence bien au-delà du hameau de Kerguelen. Cette accumulation d'obstacles, qu'ils soient administratifs ou hiérarchiques, pesait lourdement sur Émilie et le capitaine Lefebvre. Émilie, forte de son idéal de protection de l'enfance, se sentait parfois étouffée par la lenteur des rouages, l'absence de réactivité face à l'urgence humaine qu'elle percevait. Le zèle initial du capitaine Lefebvre, bien que maintenu par un sens aigu de la justice, se heurtait aux limites d'un système qui privilégiait la prudence à la célérité, surtout lorsqu'il s'agissait de déterrer des secrets aussi profonds. La frustration grandissait, alimentée par le sentiment que la bureaucratie, loin d'être un soutien, devenait un adversaire silencieux, presque aussi redoutable que le mur d'omerta dressé par les habitants du hameau. La vérité semblait devoir se frayer un chemin à travers un labyrinthe de formulaires et de réticences institutionnelles. L'accumulation d'obstacles, qu'ils soient administratifs ou hiérarchiques, pesait lourdement sur Émilie et le capitaine Lefebvre. Émilie, forte de son idéal de protection de l'enfance, se sentait parfois étouffée par la lenteur des rouages, l'absence de réactivité face à l'urgence humaine qu'elle percevait. Le zèle initial du capitaine Lefebvre, bien que maintenu par un sens aigu de la justice, se heurtait aux limites d'un système qui privilégiait la prudence à la célérité, surtout lorsqu'il s'agissait de déterrer des secrets aussi profonds. La frustration grandissait, alimentée par le sentiment que la bureaucratie, loin d'être un soutien, devenait un adversaire silencieux, presque aussi redoutable que le mur d'omerta dressé par les habitants du hameau. La vérité semblait devoir se frayer un chemin à travers un labyrinthe de formulaires et de réticences institutionnelles. Cette impasse les força à élargir leur champ d'action, à comprendre que pour briser ce mur de silence et d'inertie, il fallait une compréhension plus profonde des dynamiques historiques et sociales de Kerguelen, au-delà de la seule génétique. Face à la complexité des liens généalogiques et à la persistance d'une endogamie quasi institutionnalisée, Émilie et le capitaine Lefebvre comprirent qu'ils devaient solliciter des compétences extérieures, au-delà de la généticienne. Ils firent appel à une ethnologue réputée, la professeure Hélène Kerjean, spécialiste des structures familiales et des traditions rurales bretonnes. Ses premières analyses des registres paroissiaux et des testaments, croisées avec les données génétiques du docteur Moreau, révélèrent des schémas de mariage consanguin, se répétant avec une régularité troublante sur près de 3 siècles. Ce N était plus une exception, mais une pratique ancrée, dictée par la volonté farouche de conserver les terres et le patrimoine au sein d'un cercle restreint, au détriment de la diversité génétique et de la santé des générations futures. Cette découverte fut un choc, transformant le drame individuel en une tragédie collective, héritée de l'histoire. Si vous êtes aussi bouleversé que nous par ces découvertes, commentez avec Secret de Bretagne, pour nous montrer votre soutien. La professeure Kerjean, avec la minutie d'une archéologue, déterra des indices dans les archives notariales et les cadastres. Elle mit en lumière comment les alliances matrimoniales, au sein des familles Kervadec et Le Gall, avaient été stratégiquement orchestrées pour consolider les propriétés agricoles,
évitant ainsi la dispersion des terres héritées. Cette pratique, courante dans la Bretagne rurale d'antan pour préserver les exploitations, avait pris ici une tournure extrême, conduisant à une isolation génétique quasi totale du hameau. Les récits oraux collectés auprès de quelques rares anciens, qui acceptaient de parler sous couvert d'anonymat et avec une prudence extrême, évoquaient des unions arrangées et des secrets de famille bien gardés, sans jamais en détailler la nature exacte. Ces témoignages fragmentés, conjugués aux preuves documentaires, dressaient le tableau d'une lignée enfermée sur elle-même, prisonnière de ses propres traditions. L'escalade de l'enquête, et l'arrivée de nouveaux experts, ne passa pas inaperçue à Kerguelen. Jean-Yves Kervadec, sentant étau se resserrer, redoubla d'efforts pour discréditer l'opération. Il réussit à mobiliser une partie de la presse locale, notamment un hebdomadaire régional, qui publia un article virulent dénonçant une ingérence étatique et une chasse aux sorcières contre les traditions séculaires de la Bretagne. L'article, teinté de populisme et de victimisation, présentait l'enquête comme une tentative de détruire le tissu social local et de dénigrer un mode de vie ancestral, dressant ainsi les habitants contre Émilie et le capitaine Lefebvre. Cette manœuvre médiatique, habilement orchestrée par le patriarche, attisa la méfiance et la colère, transformant l'isolement du hameau en une forteresse assiégée par l'opinion publique. Les menaces, déjà présentes, se firent plus ciblées et plus insidieuses. Les pneus de la voiture d'Émilie furent à nouveau crevés, mais cette fois, un message anonyme, glissé sur son pare-brise, portait des allusions personnelles à sa vie privée, preuve que l'intimidation dépassait le simple avertissement. Le capitaine Lefebvre reçut des appels anonymes, le sommant de « laisser les Bretons tranquilles ». Des rumeurs infondées commencèrent à circuler sur la professeure Kerjean, remettant en question son intégrité professionnelle. L'enquête N était plus seulement une affaire judiciaire, elle était devenue une guerre psychologique, où chaque pas en avant des enquêteurs se heurtait à une riposte calculée du clan Kervadec, prêt à tout pour protéger les secrets enfouis de leur lignée, et maintenir leur emprise sur le hameau. Pourtant les archives, elles, n'avaient pas de mémoire sélective. Patiemment, Émilie et le capitaine Lefebvre, épaulés par les éclaircissements du docteur Moreau sur les marqueurs génétiques, commencèrent à déceler des motifs troublants. Les registres des notaires révélaient des successions et des transmissions de terres, qui restaient systématiquement au sein d'un cercle restreint de noms de famille, se croisant et s'intercroisant sur plusieurs générations. Les registres de décès mentionnaient des faiblesses de naissance ou des morts subites d'enfants, parfois des cas de folie ou de mélancolie chez les adultes, des termes génériques masquant potentiellement des maladies génétiques récessives. Le voile se levait lentement, révélant une endogamie non pas fortuite, mais systématique, presque institutionnalisée, au sein de cette lignée isolée. Alors que les preuves généalogiques s'accumulaient, la pression sur Émilie s'intensifia, les menaces voilées se firent plus concrètes. Des pneus crevés sur sa voiture, des messages anonymes glissés sous sa porte, des regards hostiles dans le village qui étaient plus seulement méfiants, mais ouvertement menaçants. Jean-Yves Kervadec, le patriarche, ne se contentait plus d'un silence passif, il mobilisait son influence, tissant des rumeurs, décrédibilisant l'enquête comme une « chasse aux sorcières » menée par des étrangers. Il tentait de rallier la communauté à sa cause, présentant l'intervention de l'État comme une attaque contre leurs traditions et leur mode de vie. L'affaire N était plus une simple enquête, elle se transformait en un bras de fer entre la loi et une tradition séculaire, profondément ancrée dans la terre bretonne. La complexité de l'affaire, mêlant des faits médicaux accablants à des ramifications généalogiques profondes, se heurta rapidement à la lourdeur administrative. Obtenir les autorisations nécessaires pour approfondir les analyses médicales de l'enfant, accéder à des archives familiales plus sensibles, ou même délivrer des mandats de perquisition, relevait d'un véritable parcours du combattant. Chaque étape exigeait la validation de multiples instances, depuis le procureur de la République jusqu'aux services départementaux, chacun mesurant l'impact potentiel d'une telle affaire sur coût, RELS, équilibre social local. La singularité du dossier, si éloignée des schémas criminels habituels, engendrait une prudence excessive, voire une frilosité, chez les fonctionnaires habitués aux procédures standardisées. Émilie et le capitaine Lefebvre passaient un temps précieux à justifier la gravité des faits, confrontés à une inertie institutionnelle qui menaçait de ralentir mortellement leur progression. L'intensification de l'enquête, marquée par l'arrivée de nouveaux experts comme la professeure Kerjean, ne passa pas inaperçue à Kerguelen. Jean-Yves Kervadec, sentant l'étau se resserrer autour de lui, redoubla d'efforts pour discréditer l'opération.
Il parvint habilement à rallier une partie de la presse locale, notamment un hebdomadaire régional, qui devint son porte-voix. Cette publication ne tarda pas à diffuser un article virulent, soigneusement élaboré pour présenter l'intervention de l'État comme une ingérence injustifiée. Le patriarche, fort de son enracinement et de son influence dans la communauté, comprenait le pouvoir de l'opinion publique, surtout lorsqu'elle était présentée comme une attaque contre l'identité locale. L'article, teinté de populisme et de victimisation, dépeignait l'enquête officielle comme une « chasse aux sorcières », orchestrée par des étrangers contre les traditions séculaires de la Bretagne. Il présentait Émilie Dubois et le capitaine Lefebvre, non pas comme des agents de la justice, mais comme des antagonistes, cherchant à démanteler le tissu social de la région, et à dénigrer un mode de vie ancestral. Cette narration résonna profondément auprès d'une population déjà méfiante envers toute ingérence extérieure, transformant de fait le hameau isolé en une forteresse assiégée aux yeux de l'opinion publique. La manœuvre médiatique de Jean-Yves Kervadec attisa habilement la méfiance et la colère, muant l'isolement local en une défiance collective. Les menaces déjà présentes se firent plus ciblées et plus insidieuses, révélant une connaissance plus profonde de la vie des enquêteurs. Les pneus de la voiture d'Émilie furent à nouveau crevés, mais cette fois, un message anonyme, glissé sur son pare-brise, portait des allusions personnelles à sa vie privée, preuve que l'intimidation dépassait le simple avertissement. Le capitaine Lefebvre reçut des appels anonymes troublants, le sommant de « laisser les Bretons tranquilles ». Des rumeurs infondées commencèrent à circuler sur la professeure Kerjean, remettant subtilement en question son intégrité professionnelle et ses motivations. L'enquête N était plus seulement une affaire judiciaire. LS était muée en une guerre psychologique. Dans ce conflit qui s'intensifiait, chaque pas en avant des enquêteurs se heurtait à une riposte calculée du clan Kervadec. Ils étaient prêts à tout pour protéger les secrets enfouis de leur lignée, et maintenir leur emprise sur le hameau. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter les conséquences légales, était la préservation d'un mode de vie séculaire, d'une identité forgée dans l'isolement, et gardée avec une fierté farouche. Le patriarche et ses fidèles considéraient l'intervention de l'État comme une menace existentielle, une bataille pour âme même de Kerguelen, où la tradition et la loyauté primaient, même au détriment de la vérité et de la justice. La tension était palpable, dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Quimper. Le jour du procès tant attendu était arrivé, marquant l'aboutissement de mois d'une enquête acharnée, et d'une résistance opiniâtre, face au silence et aux menaces voilées. Gwenaël Le Gall, vêtu d'une robe simple, le visage pâle, mais le regard étrangement déterminé, s'avança à la barre des témoins. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle prêtait serment, mais Émilie Dubois, assise discrètement dans la première rangée, lui offrait un soutien inébranlable par sa seule présence. Le capitaine Lefebvre, impassible et digne, observait la scène, conscient de l'enjeu historique pour sa communauté. Les premières questions du président furent posées, et Gwenaël commença à parler, sa voix d'abord un murmure à peine audible, chargé d'une histoire trop lourde, trop longtemps gardée sous le sceau du secret familial. Ce murmure initial se transforma progressivement en une dénonciation puissante et déchirante, chaque mot martelant le silence de la salle d'audience. Gwenaël ne décrivait pas seulement sa propre souffrance, mais celle d'une lignée entière, des générations de femmes et d'enfants sacrifiés sur l'autel d'une tradition tordue et d'un héritage empoisonné. Ces paroles étaient soutenues par les preuves irréfutables du docteur Isabelle Moreau, dont les explications scientifiques claires sur la consanguinité et ses conséquences génétiques, dévastaient méthodiquement la défense du patriarche. Les rapports détaillés d'Émilie Dubois, fruit de son empathie inlassable et de sa persévérance, apportaient le poids du vécu, des témoignages arrachés à la peur, décrivant la réalité crue de l'abus et de l'isolement. Le public, composé de journalistes, de quelques habitants et de curieux, était suspendu à ses lèvres, le choc étant palpable dans l'air. Jean-Yves Kervadec, assis sur le banc des accusés, affichait initialement une contenance stoïque, son visage impassible trahissant à peine la fureur intérieure. Mais à mesure que le témoignage de Gwenaël se déroulait, et que les preuves s'accumulaient, son masque se fissurait. La destruction de son héritage, ce qu'il considérait comme la noble préservation de sa lignée et de ses terres, se déroulait sous ses yeux, révélé comme une prison génétique. Le coup de grâce vint lorsque, au-delà de Gwenaël, d'autres membres de la famille, des jeunes femmes et des hommes, brisant enfin le cycle du silence, se levèrent pour témoigner contre lui. Ils reconnaissaient les abus subis et les pratiques endogames. La trahison, telle qu'ils la percevaient, était totale et publique. La salle d'audience, d'abord silencieuse, fut traversée par des murmures d'incrédulité et d'horreur,
le poids de la vérité écrasant enfin des décennies d'omerta. Le verdict, retentissant, ne fut pas seulement une conclusion judiciaire. Il fut un séisme social et culturel qui ébranla les fondations de Kerguelen et résonna bien au-delà des frontières du Finistère. La sentence, lourde et juste, arracha les masques et força la communauté à affronter une vérité qu'elle avait longtemps préféré ignorer, ou pire, protéger. Le silence, ancestral et oppressant, fut brisé, mais non sans laisser des cicatrices profondes. Le hameau, jadis uni par ses secrets, se retrouva déchiré entre ceux qui saluaient la fin d'une ère d'obscurantisme, et ceux qui, par loyauté ou par peur, s'accrochaient encore aux traditions séculaires, fustigeant une ingérence de l'aile, État. Pour Émilie Dubois et le capitaine Lefebvre, le travail ne faisait que commencer, car la justice avait parlé, mais la guérison et la reconstruction des âmes brisées nécessiteraient des années, un effort collectif pour panser les plaies d'une lignée empoisonnée par des siècles d'endogamie forcée. L'affaire Kervadec, devenue emblématique, dépassa rapidement le cadre d'un simple fait divers breton pour s'inscrire dans le débat national sur les violences intrafamiliales et les défis de la protection de l'enfance en milieu rural. Elle mit en lumière l'urgence de renforcer les dispositifs de signalement et d'accompagnement dans les zones isolées, où l'omerta peut masquer des drames silencieux. En mémoire des femmes oubliées de Brocéliande, et particulièrement de Gwenaëlle, dont le courage brisa la chaîne, des associations et des institutions s'engagèrent à sensibiliser au danger de la consanguinité, et à offrir un refuge aux victimes d'abus. L'histoire de Kerguelen devint un cas d'étude dans les écoles de travail social et les facultés de droit, un rappel poignant que le patrimoine culturel ne saurait jamais justifier la souffrance humaine, et que la loi de la République doit toujours prévaloir pour garantir la dignité de chacun. L'affaire de Kerguelen, désormais gravée dans les annales judiciaires et sociales, demeure un témoignage puissant de la résilience humaine, face à l'horreur, et de la force inébranlable de la justice pour briser les silences les plus anciens. Pour Gwenaëlle, le chemin de la reconstruction serait long, mais elle était plus seule, portée par l'espoir d'une vie libérée de l'ombre des ancêtres. Émilie Dubois, et le capitaine Lefebvre, unis par cette enquête hors norme, continueraient leur mission, conscients que chaque secret déterré, chaque victime sauvée, renforce le tissu d'une société qui refuse d'oublier ces femmes oubliées. Cette histoire nous rappelle que même au cœur de nos campagnes les plus reculées, la lumière de la vérité finit toujours par percer. Si ce récit vous a profondément touché, et si vous croyez en la protection des plus vulnérables, nous vous invitons à aimer cette vidéo, et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes documentaires. Découvrez notre prochain reportage, tout aussi complexe et révélateur.